Et donc aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va d'abord parler des value class. Je vais vous expliquer ce que c'est, en quoi c'est intéressant. Et après, on va parler d'une autre partie des value class que moi j'ai appelé les émotions des value class. Parce qu'on va voir qu'il y a un certain nombre de problèmes avec les value class et on va essayer d'en résoudre au moins un. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Rémi Forax. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'université qui s'appelle Gustave Eiffel. Donc, avant, ça s'appelait Paris-Est, Marne-la-Vallée. Donc, c'est à peu près à 25 minutes sur le RER A du centre de Paris. Globalement, on a égale distance entre Paris et Euro Disney. Et donc, je fais toute une partie enseignement où je martyrise mes étudiants en les forçant à utiliser les dernières versions de Java. Et de l'autre côté, je suis aussi chercheur et mon boulot de recherche, je le passe à chercher quelles seront les futures évolutions qui vont arriver dans le langage Java. Donc la plupart du temps, quand il y a une feature qui arrive dans le langage Java, elle a été réfléchie en amont et souvent 4 ou 5 ans au moins avant que ça arrive dans le langage. Parce que entre le moment où il y a les chercheurs qui cherchent, après il y a les ingénieurs qui travaillent et qui de temps en temps après remontent que ce qu'on a pensé c'était n'importe quoi. Voilà, donc je fais partie de ces gens-là. Techniquement, pour chaque feature, on a un groupe d'experts qui est monté. Et donc, par exemple, moi, j'ai fait partie des gens du groupe d'experts. Je crois la première fois, c'était un certain temps, je dirais peut-être même une vingtaine d'années. Donc, ça a été Invoke Dynamics, les modules, les lambdas, les records, la concaténation des chaînes de caractères. J'ai dû en oublier d'autres dedans, oui, les seal type et tous ces trucs-là, tout ce qui est pattern matching. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est les value class. Euh, donc ce que je vais vous montrer, ça marche avec une version du JDK qui n'est pas encore réalisée. C'est pour ça que vous voyez un beau Java 27 internal, blablabla. Le Haddock Forax, c'est que c'est moi qui l'ai compilé. Donc c'est ce que je vous disais, on est en avance de phase. Ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Techniquement, actuellement, les value class sont prévus pour Java 28. Euh, Java 28, c'est un peu moins d'un an. Ah oui, mes slides, ils sont exécutables. Je peux modifier mes slides et ça marche dedans. Comme ça m'évite de switcher entre les slides et le texte. Euh, Bien, donc maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une value class. Donc, c'est quoi une value class? Bah, c'est une classe comme une autre. Alors là, j'utilise un record, mais ça marche avec les records ou ça marche avec les classes. Et une value class, je vais pouvoir lui rajouter le mot-clé value devant et magiquement, ça va marcher. Alors, si on prend une classe normale, notez, j'ai commenté le mot-clé value ici. Quand je crée deux points ici, mes P1 et P2, même s'ils ont les mêmes valeurs 1 et 2, P1, en fait, ça correspond à l'adresse en mémoire du premier point, et P2, ça correspond à l'adresse en mémoire du deuxième point. Donc quand je fais un beau égal-égal entre les deux, j'ai mon beau résultat false, parce que c'est pas la même adresse en mémoire. L'idée des value class, c'est donc d'introduire un mot-clé value pour dire à la machine virtuelle, non, 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 manipule pas ces objets-là par des pointeurs, par des adresses, manipule-les directement par leur valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais toujours créer des instances de mes value class avec new, exactement de la même façon qu'avant, mais par contre, si je fais un beau égal-égal entre les deux, là, ça va me renvoyer vrai. Ça va me renvoyer vrai. Pourquoi? Parce que P1 ou P2, c'est plus des adresses en mémoire, c'est directement l'ensemble des valeurs de mon point. Donc ici, mes valeurs x vaut 1 et y vaut 2. Et comme x vaut 1 et y vaut 2 dans les deux cas, en fait, mon égal égal renvoie vrai. Si par exemple ici, au lieu de mettre 2,
je mettais 3, bah mon égal égal, il va devenir false à cet endroit-là. Donc c'est ça l'idée des value class. C'est j'ai un mot-clé value que je peux mettre sur une classe ou sur un record et automatiquement, au lieu de manipuler mes instances par adresse, je manipule mes instances par valeur. D'où le nom de value class. Euh, donc cette feature, elle a été développée dans le projet OpenJDK qui s'appelle Valhalla. Donc si vous voulez toutes les informations, actuellement, il y a une FAQ, il y a tout un tas de choses. Il y a même des builds binaires que vous pouvez utiliser pour jouer avec. Tout est dans l'OpenJDK Valhalla. Et puis c'était toujours cool d'avoir un logo. Valhalla, c'est un projet qui a démarré il y a très longtemps, enfin très longtemps, ça dépend, mais pas mal de temps. C'était août 2014. Donc en 2014, basiquement les lambdas sortent. C'est la release de Java 8. Et donc on se pose la question, maintenant que les lambdas sont sortis, d'accord, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en Java? Et donc on décide d'aller vers les value class, qui est effectivement un truc euh, que- qui a été discuté énormément de fois par les gens qui fabriquent Java. C'est quoi l'idée? Bah, premièrement, un des problèmes qu'on a en Java, c'est de temps en temps, on aimerait bien utiliser des classes, mais on va pas utiliser des classes pour des questions de performance. D'accord? Des fois, j'ai un entier, mais cet entier-là, par exemple, je sais qu'il peut pas être négatif. Ça correspond, je sais pas quoi, à un numéro de port ou quelque chose comme ça. Mais ça n'empêche que je vais quand même toujours le manipuler par un entier parce que je veux pas payer le coût de la surcharge d'utiliser des classes. Donc l'idée des value class, c'est de ne pas avoir cette surcharge, de ne pas avoir en fait à payer le coût de l'abstraction. C'est-à-dire un peu l'idée de dire j'ai des classes où les instances vont plutôt se comporter comme des types primitifs que comme des objets qu'on manipule par adresse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la représentation en mémoire, elle va être aplatie. On n'a plus de pointeur. Et ça, c'est cool parce que les CPU actuels, ben, en fait, ils sont vachement sensibles au fait qu'on manipule les choses par pointeur ou pas par pointeur. Quand Java a été créé, 93-95, il n'y avait pas une énorme différence entre utiliser les choses par pointeur ou faire des opérations comme des plus ou des trucs comme ça. Maintenant, sur les CPU actuels, on a facilement un facteur 500 entre aller chercher quelque chose dans la RAM et qui n'est pas dans un cache et aller faire des opérations comme plus fois ou ainsi de suite. Donc voilà, comme le hardware a changé, en fait, on est aussi obligé de changer un peu le langage pour s'adapter au nouveau hardware. Alors quand je dis nouveau, c'est le hardware depuis 20 ans, hein. En Java, on est toujours lent. Autre chose, en Java, les types primitifs, c'est pas terrible. En fait, surtout, on a un rift entre les objets d'un côté et les types primitifs de l'autre. Les types primitifs, il y a plein de choses qu'on peut pas faire avec. On peut pas avoir de reliste de int, par exemple. Quand on a des tableaux de int, c'est pas des tableaux d'objets ou ainsi de suite. Donc, il y a tout un tas de trucs où on est obligé de s'embêter parce que historiquement, il y a eu un rift entre d'un côté les objets et de l'autre côté les types primitifs. Et on aimerait bien, d'une façon ou d'une autre, être capable de voilà, rapprocher en fait les types primitifs et, euh, et les types objets. Donc c'est quoi un value type ou techniquement c'est quoi une instance de value type? C'est quelque chose qui n'a pas d'identité. Ce qu'on appelle l'identité, c'est l'adresse en mémoire. Donc toutes mes instances de value type n'ont pas d'adresse en mémoire.
Notez que comme j'ai pas d'adresse en mémoire, je suis pas mutable non plus. Parce que si j'ai pas d'adresse en mémoire, j'ai pas d'endroit où là où je peux aller changer les valeurs. Et comme j'ai pas d'endroit où je peux aller changer les valeurs, bah forcément je dois être pas mutable. D'accord? Et donc l'idée, c'est que si je suis en train de faire des calculs ou ce genre de choses-là, si je suis en train d'appeler des méthodes, je vais envoyer directement les valeurs et non pas des pointeurs. Alors notez, c'est plutôt pour les petites données qu'on va avoir ça. Pourquoi? Pas parce que si on a des grosses données et qu'on les envoie par valeur, bah, en fait on va être obligé de recopier énormément de valeurs et dans ce cas-là ça va pas être efficace. D'accord? Donc on sait que de toute façon, ça sera sur des données qui sont forcément pas très grosses. Donc est-ce que c'est comme des structs en C? Je vous vois venir, c'est la première question que vous allez me poser. En fait, non, parce que justement, les value class sont non modifiables. D'accord? Les structs en C, en fait, quand on appelle des fonctions, elles sont recopiées à chaque fois. On a une copie qui est faite à chaque fois. L'intérêt des instances de value class, c'est qu'il n'y aura pas de copie qui sera faite, ou pas nécessairement de copie, parce que la machine virtuelle va pouvoir optimiser. Mais comme on n'aura pas de copie, bah, on n'a pas d'adresse exactement, on n'a pas d'endroit exactement où on a les valeurs. Je vous rappelle qu'en Java, on ne peut pas allouer sur la pile. D'accord? Il y a des bonnes raisons pour ça. Une des bonnes raisons, c'est qu'on ne peut pas avoir les threads virtuels et allouer sur la pile. Les deux ne marchent pas en même temps. Donc ça veut dire que mes instances de value class sont forcément non modifiables. Alors notez, on sait aussi que de toute façon, quand on a des trucs non modifiables, c'est aussi plus facile à débugger. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ma value class, elle est forcément finale. Mon compilateur, il rajoute finale devant automatiquement. Autre chose, tous mes champs, mon compilateur va rajouter finale devant. Donc forcément, après, il râle parce que je n'ai pas initialisé ici. On va revenir dessus. Après, mes value class, ou ici mes value record, ça se comporte comme des classes normales. Par exemple, je peux implémenter des interfaces. Je peux hériter de classes abstraites. D'accord? J'ai exactement le même fonctionnement. Ici, par exemple, je crée une personne. Donc, comme c'est un value record ici, ma personne, techniquement, ce qu'elle va stocker, c'est non pas un pointeur sur un objet personne, non pas une adresse de personne, mais directement ici la valeur de ma chaîne de caractères. Autre chose, ça reste des vrais, donc ici pour qu'on voit bien, ça reste des vrais objets, c'est-à-dire que mon objet personne, je peux le voir comme un Javalang Object. D'accord? C'est un Javalang Object au même titre que Javalang String. Par contre, quand je fais ça, peut-être que la machine virtuelle, elle, je vais avoir un coup ici, qui est un coup qui ressemble au boxing que j'ai quand je prends un int et que je le convertis en integer. Parce que là, je suis en train de prendre quelque chose qui est manipulé par valeur et je suis en train de dire, je veux le voir comme n'importe quel objet. Donc, ma machine virtuelle, il y a des optimisations, mais il y a des cas où ma machine virtuelle va être obligée, en fait, de boxer cet objet-là. C'est complètement transparent, c'est pas quelque chose qu'on voit, d'accord? On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça reste des objets, mais par contre, en termes de performance, il peut y avoir un coût à les voir directement comme des objets. Euh, alors, il y a quelques trucs qui marchent pas. C'est toutes les opérations en Java qui ont besoin d'une adresse en mémoire. Par exemple, synchronize. Je ne peux pas faire synchronize sur un objet qui est un value record. Alors pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que synchronize, ça marche comme ça.
ça va chercher à l'adresse en mémoire de l'objet et ça prend un bit pour dire maintenant je possède le lock dessus, je possède le moniteur dessus. Si j'ai pas d'adresse en mémoire, bah forcément, ce truc-là, il va pas marcher. Donc le compilateur, là, il m'engueule directement en disant c'est un type qui n'a pas d'identité. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'identité, hein, c'est l'adresse en mémoire. J'ai les value class d'un côté, de l'autre côté, mes classes habituelles de Java 25, bah, je vais les appeler des identity class. Et donc, une value class n'a pas d'identité, n'a pas d'adresse en mémoire, donc je peux pas faire un synchronize dessus. Alors, je peux essayer d'avoir la machine virtuelle en disant, haha, je prends mon instance de value class, je la mets dans object et je fais un synchronize derrière. Mais ça marche pas non plus. Donc ça, c'est une erreur à la compilation que j'ai, tandis que ça, c'est une erreur que je vais avoir à l'exécution. À l'exécution, la machine virtuelle va checker est-ce que ma classe est une value class en faisant un synchronize dessus, voir que c'est une value class, donc j'ai pas d'adresse en mémoire, donc on plante. Notez que l'exception actuellement s'appelle identity exception. Peut-être elle devrait plutôt s'appeler no identity exception parce que c'est le fait de ne pas avoir d'identité, de ne pas avoir d'adresse en mémoire qui fait que je peux pas faire un synchronize dessus. Alors c'est pas très très grave parce que normalement on n'est pas obligé, enfin on n'est pas censé faire des synchronize sur des objets qu'on contrôle pas. Oui, hein, vous faites ça dans la vraie vie. Ou même on fait pas de synchronize, de toute façon on utilise les collections concurrentes. Et donc il n'y a pas de problème. Euh, Quand on a pensé au value class, voilà les trois problèmes. Alors il y en avait d'autres, mais voilà les trois problèmes principaux qu'on voulait résoudre. Le premier problème, ça a été le plus compliqué. En fait, il y a même quand j'ai des classes qui sont non modifiables, quand j'ai des classes qui sont même immutables, il y a toujours un endroit où je les mute, où je vais aller changer les valeurs de mes champs. C'est dans euh, dans les constructeurs. Dans les constructeurs, j'écris bien this.machin égale machin. Même si mon champ, il est déclaré comme étant final, bah en fait, il y a un endroit où je suis en train de changer les valeurs de mon objet. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça, parce que si on permet de faire ça, ça veut dire qu'on peut pas optimiser. On est obligé de toujours manipuler les trucs par une adresse. Donc ça, c'est le premier problème qui nous a embêtés pendant très longtemps, qui est, faut que j'arrive à résoudre le problème du ZIS qui est modifiable dans les constructeurs. Le deuxième problème qu'on voulait résoudre, c'est on voulait avoir exactement le même bytecode qu'on utilise des identity class ou des value class. C'est-à-dire, si jamais vous changez une classe pour que ça devienne une value class, vous ne devriez pas avoir à recompiler votre code. D'accord? En Java, on n'aime pas trop le fait de devoir recompiler les choses. C'est pas un truc qui est naturel en Java. Donc on aimerait bien que quand on manipule une identity class ou une value class, ça soit exactement le même code. Comme ça, bah, on peut changer tranquillement en disant, oh bah finalement, je veux que ça soit une value class, ou dans l'autre sens, finalement, je veux plus que ça soit une value class, avoir une adresse en mémoire, ça m'intéresse. D'accord? Et bah, si jamais on doit demander de recompiler le code, ça va être assez embêtant. Une des raisons, hein, c'est que par exemple, on veut que quelque chose comme Java util optional devienne une value class. Mais il y a déjà plein de codes avec optional qui existent, et on ne veut pas demander aux gens de recompiler leur code parce qu'ils utilisent Java util optional. Le troisième problème qu'on a, donc c'est un problème qui est un peu moins connu, mais en Java, les classes sont chargées que vraiment, vraiment, vraiment quand on en a besoin. Par exemple, si j'utilise une classe, le nom d'une classe dans un champ, ou si j'utilise le nom d'une classe dans une méthode, ça va pas pour autant charger la classe. Parce que ce qui pourrait se passer, c'est que j'appelle avec nul. Auquel cas, j'ai pas besoin de charger la classe. Donc en fait, en Java, les classes, elles sont chargées que quand on commence à faire des new dessus ou qu'on appelle des méthodes statiques dessus. Et ça, c'est extrêmement embêtant pour nous parce que ça veut dire qu'on ne sait pas
si un truc est une value class ou pas, tant qu'on ne l'a pas chargé. Et donc ça veut dire que par exemple, si j'ai un champ dont le type est une value class, bah, va falloir que je charge ce champ-là en amont pour savoir est-ce que c'est une value class ou est-ce que c'est pas une value class. D'accord? Donc il va nous falloir aussi un mécanisme pour dire cette classe-là, elle risque d'être une value class, j'aimerais bien que tu la charges plutôt qu'une classe classique de Java où on n'est pas obligé de les charger tant que techniquement on ne crée pas des instances de ces objets. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les solutions qu'on a trouvées pour résoudre ces trois problèmes. Donc, premier problème à résoudre, on peut pas, enfin, on a un problème avec les constructeurs. C'est le truc qui nous a pris le plus de temps, c'est pour ça qu'on a passé plus de 10 ans dessus. Si on pensait que ce problème-là était un peu irrésolvable, mais dans ce cas-là, ça voulait dire qu'on avait deux façons différentes de manipuler les classes suivant si c'était des value classes ou pas des value classes. Donc des choses assez compliquées. La solution, elle est relativement simple. Si j'essaye d'écrire ça comme étant une value class, le compilateur plante. Le compilateur plante parce qu'il me dit, tu as le droit d'initialiser les champs d'une value class avant l'appel à super. Donc ça veut dire que ici, mon appel à super, je ne dois pas le faire avant le this.value égale value, mais je dois le faire après le this.value égale value. Et là, comme vous avez noté maintenant, mon code compile, il n'y a plus de problème. Alors pourquoi il y a ça? Bah parce que j'ai accès à l'objet this, c'est-à-dire je peux lire les champs de mon objet this. D'accord. Ici, si j'essaye de lire mon this, je peux le faire après l'appel à super, mais je ne peux pas le faire avant l'appel à super. Le compilateur va refuser en disant on ne peut pas accéder à this tant qu'on a fait l'appel à super, tant qu'on n'a pas fait l'appel à super. D'accord? Donc l'idée c'est de dire je peux initialiser tous mes champs de tous mes value types avant le super, c'est même ce que je vais obliger. En fait, le compilateur il va vous obliger à initialiser tous ces champs-là avant l'appel à super, parce que comme ça je ne me rends pas compte que les valeurs sont mutés. Parce que la seule façon de lire, c'est de lire après l'appel à super. Donc je ne peux pas voir les changements de valeur. Et comme je ne peux pas voir les changements de valeur, alors ma machine virtuelle peut optimiser. Youhou! On a résolu notre problème. Donc ça veut dire changer l'aspect de Java en disant, bah maintenant, à partir de maintenant, on peut écrire du code avant l'appel à super. Et dans le cas des value class, on est même obligé d'initialiser les champs avant l'appel à super. Notez que c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans Java 25. Je ne sais pas si vous savez, mais en Java 25, c'est du code qui marche. Je peux avoir mon appel à super ici et ici. Je peux initialiser mes champs, même si ce n'est pas des value class. D'accord? Déjà dans Java 25, sans parler de value class ou quoi que ce soit, j'ai déjà une JEP qui a introduit le fait que je peux initialiser mes champs avant l'appel à super. Notez que moi, je force mes étudiants à, à- à faire ça. C'est ce que je vous disais que je martyrise mes étudiants. Je force mes étudiants à faire les initialisations des champs avant l'appel à super. Comme ça, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas leaker this, ils ne peuvent pas appeler une méthode qui prend un this en paramètre sans que tous les champs soient initialisés. Puisque de toute façon, je ne peux pas accéder à mon objet this ou à les valeurs des champs de this avant l'appel à super. D'accord? Donc ça fait partie des JEP qui ont été donc créés à l'intérieur de Valhalla et déjà euh, migrés vers les versions de Java. Donc depuis Java 25, on peut faire ça. Et donc entre autres, ça veut dire que je peux faire mes require non nuls avant de stocker la valeur dans le champ. D'accord? Comme ça, j'essaye même pas d'initialiser l'objet si jamais le truc il est nul. Euh,
Donc on a fini avec les trucs qui étaient un petit peu les différences au niveau des value class. Maintenant, on va prendre un exemple. Euh, L'exemple qui tient sur les slides, on va dire, c'est l'ensemble de Mandelbrot. Donc l'ensemble de Mandelbrot, c'est un ensemble qu'on peut calculer. On a une formule assez jolie. Enfin, c'est pas que la formule est jolie, c'est surtout que ça donne des beaux trucs comme ça. Donc voilà comment ça marche l'ensemble de Mandelbrot. On a un ensemble de valeurs complexes et au début on initialise à zéro et après on va chercher toutes les valeurs qui, quand je les mets au carré plus c, en fait sortent pas du carré qui serait initialisé en zéro et qui a une distance de 2. C'est-à-dire que globalement on cherche des trucs qui vont rester à cet endroit-là. Si ça sort, alors on sait que ça va diverger et ça va sortir partout. Et ce qu'on affiche, c'est pas est-ce que ça diverge ou pas, mais c'est combien d'itérations on fait avant que ça diverge. Et c'est ça qui nous donne les couleurs, parce que sinon on n'aurait qu'un truc en noir et blanc qui nous dirait est-ce que ça diverge ou est-ce que ça diverge pas. Bon, bref. Voilà comment on écrit euh, le- comment on calcule le nombre d'itérations pour les ensembles de Mandelbrot si jamais j'ai une classe qui s'appelle complexe. Bah, si j'ai une classe qui s'appelle complexe, c'est relativement facile. J'écris ça directement en code. Donc j'initialise avec 0, 0. J'ai un nombre d'itérations max, parce que comme je vous disais, quand ça diverge, bah, de toute façon, ça va diverger tout le temps. Donc il faut bien qu'on s'arrête à un moment donné. Et là, j'essaye de voir si ma distance, elle est donc supérieure à 4, auquel cas je sais que ça va toujours diverger et je renvoie les valeurs. Sinon, j'applique ma formule qui est de mettre au carré et d'additionner la valeur de C. Alors C, c'est quoi? Bah, c'est le point. En fait, je vais avoir pour toutes les valeurs de mon image, chaque pixel de mon image, je vais le voir comme un complexe C. Le code est relativement lisible, c'est ce que je vous disais, il tient sur un slide. C'est assez génial. Voilà le code si on utilise des types primitifs. Ça reste encore lisible, mais ça l'est beaucoup moins. Si je regarde le code, d'accord, par rapport à ma formule, c'est extrêmement, enfin, c'est beaucoup plus compliqué de voir exactement bah, ma formule originale. Je veux dire, ça marche, hein, ça fait exactement la même image, mais mon code est bien moins lisible. Maintenant, voilà un splendide benchmark. C'est le benchmark pour créer l'image en rouge là que je vous ai montré. Donc avec 1024 par 1024 pixels et un max itération à 256. Le code, si je l'exécute avec les types primitifs, il me prend 86 millisecondes. Si je l'exécute avec juste des records, c'est-à-dire mon code qui est beau et ainsi de suite, bah, je suis à 207 millisecondes. Si je mets value devant mon record, juste le mot-clé value devant mon record, oh magie, j'ai exactement les mêmes performances que les types primitifs. Donc c'est un des trucs extrêmement importants avec les value types, c'est que je peux avoir l'encapsulation des classes normales qui rend mon code beaucoup plus lisible et les performances des types primitifs. Notez que si jamais vous testez et que vous n'avez pas ce genre de choses-là, c'est que c'est un bug de l'implémentation. D'accord? L'implémentation garantit que si on fait des calculs, on doit avoir exactement les mêmes performances que les types primitifs. D'accord? Euh, Autre chose, ce qu'on peut regarder, c'est l'allocation qui est effectuée dans le cas où on utilise un value type et dans le cas où on utilise un identity type. Donc les identity types, hein, c'est nos objets normaux qu'on a. Donc si on regarde l'allocation, donc on voit que mon objet complexe, alors je ne sais pas si vous voyez, mais mon objet complexe ici, j'en alloue 820 mégas, ce qui est quand même un petit peu beaucoup.
Et les barres qu'on voit ici, c'est les barres du garbage collector qui se déclenchent. À noter qu'ils se déclenchent un peu plus rapidement au début et un peu moins rapidement après. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, la machine virtuelle est déjà capable d'optimiser certaines allocations. Donc en fait, la valeur qu'on voit où on voyait qu'on avait un facteur, je ne sais plus combien, 2 ou 3 ou quelque chose comme ça, c'est déjà avec le fait que la machine virtuelle essaye d'optimiser et de ne pas allouer trop de choses si c'est possible. Donc on a déjà des optimisations. À noter que ces optimisations, elles datent de Java 24. Si vous n'utilisez pas Java 25, vous verrez que c'est pire si vous comparez des value class par rapport aux classes de Java 21. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, si je vois mon graphe avec les value class, alors là, j'ai un truc relativement marrant. J'ai quand même un garbage collector qui se lance. J'ai quand même un peu d'allocation. Si vous regardez les complexes, j'en alloue quand même 2 mégas. Alors pourquoi? Bah parce que les value type, les value class, c'est une optimisation de la machine virtuelle, mais uniquement au moment où on recompile en code assembleur. D'accord? En Java, ça fonctionne comme ça. Au début, on interprète le code. On se rend compte que ce code-là, ça fait beaucoup de fois qu'on l'interprète, hein. Souvent, c'est fait au niveau des méthodes. On compte le nombre de fois où on appelle les méthodes. Quand c'est appelé trop souvent, 1000, 10 000, alors dans ce cas-là, on va générer le code assembleur. Et donc, pour les value class, c'est ce qui se passe. Au démarrage, on alloue vraiment à des classes. Et à partir du moment où la machine virtuelle, elle se rend compte qu'on utilise beaucoup la méthode, elle s'appelait iterate, d'accord, celle qui calcule mon nombre d'itérations de mon ensemble de Mandelbrot, alors la machine virtuelle va optimiser le code en générant directement de l'assembleur. Et si vous regardez l'assembleur qui est généré, c'est là que vous voyez qu'il n'y a plus de pointeur, il n'y a plus d'adresse en mémoire ou pas. D'accord? Ça, c'est extrêmement intéressant pour deux raisons. Premièrement, ça veut dire qu'on ne paye pas le coût des optimisations si jamais on exécute les méthodes qu'une seule fois. Ce qui est extrêmement important. Ça veut dire que si j'utilise mes value class, mais pas suffisamment, je ne paye pas le coût d'utiliser des value class. Ce qui est quand même un truc intéressant. Et deuxièmement, comme c'est une transformation qui est faite à l'exécution, c'est ça qui me permet de ne pas avoir à recompiler mon bytecode. C'est ça qui me dit que j'ai pas besoin de recompiler tous les trucs, tous les codes qui existent déjà, d'accord? Parce que j'ai mis value devant le nom d'une classe. Parce que les optimisations, elles sont faites à l'exécution, non pas à la compilation par JavaC. Donc voilà, c'était relativement intéressant de voir ça. D'accord? Les value class, c'est une optimisation de la machine virtuelle. Ce que fait le compilateur, c'est une seule chose, c'est retirer un bit au niveau de la classe. C'est-à-dire quand moi je dis c'est une value class, le compilateur il retire le bit disant j'ai besoin de l'identité. D'accord? Toutes les classes par défaut, elles ont un bit pour dire j'ai besoin de l'identité. Les value class, on retire ce bit-là, qui s'appelle ACC Identity, pour dire non, 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 c'est pas une value class. D'accord? Tout le reste des optimisations est fait par le JIT quand on transforme en code machine. D'accord? Donc c'est vachement intéressant, ça veut dire qu'on peut prendre des classes du JDK et les voir comme des value class. Ça va marcher. Donc en fait, toutes mes boîtes là, mes boolean, integer, tous mes wrappers sont maintenant des value class. Si je fais boolean.class et je demande est-ce que tu es une value class, il me renvoie vrai. D'accord? Java util optional dont on parlait, et maintenant une value class si vous utilisez une version du JDK qui marche avec les value class. Donc c'est ce que je vous disais, hein, normalement c'est en Java 28 avec enable preview. Et pareil pour la plupart des classes de Java Time, qui sont aussi bon, il y a des classes comme mois, année, machin, ou ainsi de suite. Toutes ces classes-là sont des value classes. D'accord?
Donc on a vu comment ça marchait quand on créait des objets et comment on les manipulait. Il nous reste un truc à voir qui est comment ça marche si j'ai ici une value class, un value record, parce que ça tient mieux sur les slides, et que je déclare un champ de ce type-là. Parce que là, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une classe char. C'est une classe normale, hein, c'est pas une value class, c'est pas value devant. Donc ça veut dire que je la manipule par pointeur. Donc ça veut dire que j'ai un pointeur dans la RAM quelque part qui me donne l'adresse de cet objet-là. Et cet objet-là, il va contenir et une instance de value class et mon type primitif avec mon nombre de sièges. Ce qu'on aimerait bien, c'est que ce truc-là, ça soit pas un pointeur. Ça serait cool puisque c'est une value class et qu'on les manipule directement par valeur. Malheureusement, on a des petits problèmes. Alors on a un petit problème pourquoi? Bah parce que dans la spécification de la machine virtuelle actuellement, il y a marqué lorsqu'on lit une valeur qui est un objet ou lorsqu'on écrit une valeur qui est un objet à partir de la RAM ou dans la RAM, alors ça doit être une seule opération atomique. Le problème, c'est que si ma value class c'est personne, j'ai juste un âge, bah un âge c'est un truc 32 bits, mon CPU il est capable de lire et d'écrire 32 bits en une seule opération. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand je commence à avoir plusieurs champs, bah, va arriver le moment où je vais être supérieur à 64 bits. Et sur une machine 64 bits, bah, toutes mes opérations, je peux pas faire des lectures ou des écritures de plus que 64 bits, par définition. Donc ça veut dire que si ma value class, ici mon value record, il est trop gros, bah, je vais pas pouvoir le stocker directement sous forme de valeur. En fait, c'est pire que ça. Parce que ici, mon driver, il peut aussi être nul. D'accord? En Java, les champs, ils peuvent être nuls. Donc en fait, j'ai même pas 64 bits de disponible. Parce que je dois aussi être capable de stocker, mais est-ce que mon truc il est nul ou est-ce que mon truc il est pas nul? Donc je dois avoir au moins un bit supplémentaire. Alors techniquement, c'est pas un bit supplémentaire que je dois avoir, c'est carrément un byte, c'est 8 bits que je dois avoir parce que ma machine elle n'est pas capable de lire moins de 8 bits. Donc je dois avoir un octet supplémentaire, d'accord, qui est réservé pour le fait de dire est-ce que mon objet driver, il est nul ou pas nul? Ce qui fait que je me retrouve avec 64-8, 56 bits possibles en termes de stockage. D'accord? Donc autant quand on fait des calculs sur la pile, on a les optimisations, autant quand on stocke les objets dans le tas, sous forme de champs d'objets qui sont eux-mêmes pas des value class, alors dans ce cas-là, bah, par défaut, il faut que la taille de mon objet soit inférieure à 56 bits. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc je vous ai fait un beau dessin pour expliquer ça. Si j'ai ma voiture, ici mon objet voiture, et que j'ai des identity class, ici personne, alors driver, bah, c'est un pointeur sur ce truc-là. Donc ici mon pointeur, hein, il fait 32 bits ou il fait 64 bits, ça dépend de la config de votre machine virtuelle, mais globalement, je peux toujours le lire ou l'écrire en une seule opération. Si maintenant je dis que mon objet personne, c'est une value class, alors bah, je peux prendre le champ âge qui est ici et le rentrer directement dans mon objet car en disant j'ai mon nombre de sièges et j'ai mon âge, d'accord? Mais je dois avoir en plus ici un truc de 8 bits qui me dit est-ce que ça serait par hasard nul ou pas nul? D'accord? Et l'ensemble de ce truc-là doit pas faire plus de 64 bits. D'accord? Notez, on a du padding ou ainsi de suite, c'est pareil, c'est à cause des CPU. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce truc-là. D'accord? Donc on a la JEP 401, c'est ce qui va arriver dans Java 28. D'accord? L'idée, c'est de dire, dans Java 28, tout ce que je vous ai expliqué, vous l'aurez. D'accord? On va avoir la scalarisation, c'est-à-dire sur la pile, on peut faire des calculs directement
avec des value classes. Dans ce cas-là, on ne paye pas le coût d'utiliser des classes. Par contre, si on les stocke, d'accord, c'est ce qu'on appelle essayer de faire du flattening. Si j'essaye de les stocker dans la RAM, si j'essaye de les mettre sous forme de champ, alors il faut que la taille soit inférieure à 56 bits. D'accord? J'ai pas besoin de recompiler le code. Alors c'est ce que je disais, c'est pas complètement vrai parce que quand je vais utiliser des optionales, la machine virtuelle, elle va rajouter une information au niveau du code que j'utilise pour dire va charger cette classe-là en amont là, parce que si ça se trouve c'est une value class, comme ça te permettra d'optimiser. D'accord? Donc j'ai une information supplémentaire qui est rajoutée si jamais je recompile. Le- pour essayer que le chargement des classes soit fait plus en amont, pour que je me rende compte que c'est des value classes avant. C'est pareil, c'est quelque chose qui est important quand je stocke des objets dans des champs. D'accord? Toujours est-il que ça marche même si j'ai pas cette information-là, parce que peut-être que la classe elle est déjà chargée, ou peut-être que je m'en rendrai compte plus tard. Ça sera embêtant pour le stockage dans les champs, mais par contre, j'aurai toujours les performances quand je fais les calculs euh, normalement. D'accord? Donc le fait d'avoir ça, ça veut dire que maintenant les integers, les optionals, les local date et tous ces trucs-là sont des value class. Et donc ça veut dire que maintenant mon coût de boxing est aussi moindre. D'accord? On vous embête en disant ah, utilisez des int, pas des integers, parce que ça va vous coûter en boxing. Bah, comme les integers deviennent des value class, si maintenant vous faites des opérations en faisant des new integers à la place de int, vous verrez, c'est affreux quand on lit le code, mais ça marche tout aussi vite qu'utiliser des int, pourvu qu'on fasse que des calculs, pourvu qu'on les stocke pas. Donc voilà la pull request qui existe déjà, qui est l'intégration de ça donc de la JEP 401 dans Java 28. Notez, hein, vous pouvez lire la JEP 401, elle est vachement lisible. Il y a même plus d'informations que ce que je vous dis ici. Voilà. Donc il y a un monsieur qui s'appelle David Sims, dont son boulot à plein temps, c'est actuellement de faire en sorte que ce que je vous ai raconté, la JEP 401, arrive dans Java 28. Donc vous pouvez l'encourager. Donc j'ai fait la première partie en vous expliquant les value class. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est aller plus loin que ce que je vous ai montré et essayer d'améliorer le flattening des champs. Alors, comment on veut faire ça? Une des idées, c'est de rajouter ce qu'on appelle des émotions. Alors, c'est quoi des émotions? Des fois, on appelle ça des marqueurs de nullabilité. Enfin, je sais pas, c'est pas très français. On va pouvoir rajouter derrière des types soit des points d'exclamation pour dire ce truc-là peut pas être nul, soit des points d'interrogation pour dire ce truc-là peut être nul. Et si je fais ça pour les champs, j'ai plus mon problème de nul. Donc au moins je récupère 8 octets. En fait, on va voir qu'on récupère plus que ça. D'accord? Donc l'idée, c'est de pouvoir rajouter des bangs. Donc c'est pour ça que j'ai compilé mon propre JDK, parce que c'est un JDK qui comprend les bangs. Donc ici, je peux écrire personne bang, et automatiquement, ça marche. Sauf qu'il râle légèrement. Notez que si je mets pas le bang, il râle pas. Donc alors, quand je mets le bang, il râle. Alors pourquoi il râle? Il le dit ici, mais par défaut en Java, quand on a des champs, ils sont initialisés à nul. Et comme je viens de mettre un bang, bah, il est en train de râler en me disant bah t'es gentil, mais tu peux pas l'initialiser avec. Enfin, je peux pas l'initialiser avec nul. Il va falloir que tu écrives dans le constructeur avec quoi tu veux l'initialiser. D'accord? Donc je peux transformer mon code, hein. J'ai toujours mon bang ici. Par contre, j'ai écrit un constructeur qui prend mon driver en paramètre. Et là, je fais un beau driver égale driver. D'accord? Et je le fais avant l'appel à super.
Pareil, je dois le faire avant l'appel à super. À noter, c'est une classe, c'est pas une value class. Donc je dois pas avoir mon truc avant l'initialisation à super parce que c'est une value class, je dois l'avoir parce que c'est un bang. C'est-à-dire, mon truc doit être initialisé avant que je le lise. D'accord? Avant que j'ai la possibilité de le lire. Donc ça veut dire que mon initialisation doit être faite. D'accord? Dès que j'ai un champ qui est un bang, mon initialisation doit être faite avant l'appel à super. Notez que si je suis stupide et que je fais un new car null, le compilateur passe, il n'y a aucun problème, mais par contre, à l'exécution ici, au moment où on va essayer de faire this.driver égale nul, la machine virtuelle plante. D'accord? Donc ça veut dire que réellement, je ne peux pas écrire de valeur nulle dans ce champ-là. D'accord? Que ça soit la valeur par défaut ou que ça soit une valeur que j'essaye d'envoyer, je ne peux pas le faire. D'accord? Si on revient sur nos beaux petits dessins, si je reprends ma classe personne qui a un âge et un name, ici je peux directement les inclure et j'ai plus besoin d'inclure un truc pour dire ah ce truc-là il peut être nul ou ce truc-là il peut pas être nul. Ce qui fait qu'ici là comme ma personne c'était un pointeur et un entier, globalement deux trucs sur 32 bits habituellement, ça veut dire que ici je suis en 64 bits donc je peux stocker tout mon objet, d'accord, directement dedans. Alors, pourquoi on n'utilise pas point d'interrogation? Parce qu'en Kotlin, c'est cool, on peut mettre des points d'interrogation et c'est quand même vachement mieux. Comme ça, on dit juste ceux-là, ils sont nuls et tous les autres, ils sont non nuls. Bah, on peut pas faire ça en Java parce que actuellement en Java, ça compile. Je pense que vous savez tous que je peux écrire string s égale nul et ça compile. Si je commence à dire que par défaut, quand j'écris string sans rien, alors ça veut dire que je peux pas avoir nul, bah, ça veut dire que tous les codes que j'ai écrits jusqu'à présent ne vont plus marcher. Et ça, bizarrement, en Java, on n'est pas trop comme en Python, entre Python 2 et Python 3. D'accord? En Java, on fait pas ce genre de choses-là. Donc ça veut dire qu'on peut pas utiliser les points d'interrogation. On peut pas faire comme Kotlin. D'accord? Java, c'est déjà un langage qui existe. Donc on peut pas décider que maintenant, quand on n'écrit rien, ça veut dire pas nul. Donc ça veut dire qu'on est obligé de rajouter des bangs, d'accord? Plutôt que rajouter des points d'interrogation. Donc ça, c'est un peu dommage, mais on n'a pas le choix. D'accord? On va pas demander à tout le monde de changer tout son code juste parce qu'on ajoute des bangs. Est-ce qu'on peut mettre des bangs sur les paramètres de méthode? Ici, là, si vous voyez, j'ai un beau bang à ce niveau-là. Donc notez, hein, j'ai commenté mon driver, machin. Si je mets pas le bang, d'accord, le code s'exécute bien. Dès que je mets un bang, en fait, je vais avoir un null pointer. D'accord? Donc, globalement, mettre les bangs sur les paramètres, ça revient à faire des requires non nuls. D'ailleurs, actuellement, le prototype que j'utilise, c'est exactement ce qu'il fait. Le compilateur rajoute les requires non nuls dès qu'on a un bang sur un des paramètres. Comment ça marche quand je veux créer des tableaux? Ha ha ha! Quand je veux créer des tableaux, j'ai exactement le même problème qu'avec l'initialisation de mes champs. Par défaut, les tableaux d'objets, ils sont initialisés avec des nuls. Et bien sûr, bah, si je mets un bang devant, bah, je ne peux pas stocker avec des nuls. Donc en fait, ça, d'accord, le compilateur me dit je ne peux pas le faire. Actuellement, on n'a pas de syntaxe pour dire je suis capable d'initialiser avec cette fonction-là. C'est quelque chose qui va venir, mais pour l'instant, on n'a pas de syntaxe. Donc on a une façon une astuce pour pouvoir le faire, qui est pas très belle, qui est de dire je prends un truc qui n'est pas un bang, je l'initialise avec une fonction. Et après, j'utilise array.newInstance en lui disant je veux créer un tableau qui a des bangs. Alors pour l'instant, c'est une vraie valeur en dur, c'est pareil, hein, c'est pas très beau. Mais ça veut dire non nul. On lui donne la taille, on lui donne l'ancien tableau et on dit à partir de quoi on doit recopier. Et ça marche, ça crée des tableaux
où je peux pas stocker nul dedans. Donc j'ai l'exemple juste derrière, j'ai recopié le code qui est ici. Et si j'essaye de stocker nul dans mon tableau, la machine virtuelle m'engueule en disant non, c'est un tableau, t'as pas le droit de stocker nul dedans. Donc je peux essayer de tricher et dire je le mets dans un tableau d'objets. Et après, dans mon tableau d'objets, j'essaye de mettre nul. Mais comme de toute façon la machine virtuelle voit à l'exécution que c'est un tableau non nul, la machine virtuelle plante à l'exécution en disant on n'a pas le droit de faire ça. Enfin, null pointer directement dessus. D'accord? Est-ce qu'on peut écrire des bangs dans les array lists? Parce qu'on aimerait bien écrire des bangs dans les array lists. Euh, Malheureusement, comme vous voyez ce splendide emoji, on ne peut pas mettre des bangs. Le compilateur, il vous hurle dessus. Là, c'est un message du compilateur. Il vous dit qu'on n'a pas le droit de mettre des bangs dessus. Alors pourquoi on n'a pas le droit de mettre des bangs? Bah parce que c'est les types paramétrés, les trucs à l'intérieur des chevrons en Java, ils disparaissent à la compilation. D'accord? On a ce qu'on appelle les rasures. Ces trucs-là, ils disparaissent à la compilation, mais la machine virtuelle, elle devrait être capable de le savoir. Et donc là, on a un problème. Ça veut dire qu'on va être obligé de changer la façon dont on gère les types paramétrés pour que les types paramétrés soient pu éraser dans le cas où ce qu'on envoie, c'est des value class. Donc il va falloir changer le compilateur, mais ça, on a déjà des prototypes pour. J'ai un thésard, coucou Loris, s'il me regarde, qui est en train de faire ça. Par contre, il faut aussi changer la machine virtuelle. Et tout d'un coup, changer la machine virtuelle, bah, on n'en est pas encore là. On est en train de travailler dessus. La JEP existe. Elle s'appelle 402. Mais pour l'instant, on est loin, loin, loin d'être capable de le faire. Parce que c'est assez compliqué, malheureusement. Donc tout n'est pas si rose que ça si on rajoute des bangs. Est-ce qu'on peut le faire à l'intérieur des méthodes? Actuellement, oui. On n'est pas sûr qu'on va le garder, ce truc-là. Parce que voilà, ce qui intéresse principalement avec les banques, c'est de le mettre au niveau des champs, au niveau des méthodes aussi, parce que ça peut aider la machine virtuelle à mieux optimiser. Mais on a des astuces pour que même sans ça, on y arrive. Si on commence à le mettre sur les variables locales, on va demander à tous les gens de changer plein de codes. Et la plupart du temps, le compilateur, il est capable de les inférer tout seul. C'est-à-dire le compilateur, il est capable de voir que par exemple, si ici j'ai un bang, alors forcément, P ici, c'est aussi un bang. Donc peut-être qu'on peut s'en tirer en disant non, non, on met pas les bangs sur les variables locales. Automatiquement, le compilateur, il les infère tout seul. Comme ça évite de mettre trop de bangs, hein, parce que voilà, si on pouvait avoir les points d'interrogation, ça aurait été cool, mais on ne peut pas avoir les points d'interrogation. Donc on essaye de faire attention à pas demander aux gens d'écrire trop de bangs. Donc pour l'instant, dans le prototype, on peut mettre des bangs sur les paramètres, sur les variables locales, mais c'est pas dit que dans la suite, on va le faire. D'accord? Notez que bang marche aussi avec des strings, ce qui est quand même assez cool. On a des trucs qui sont un petit peu bizarres avec les bangs. C'est que les bangs ne participent pas au système de typage. Donc j'écris complexe bang ici, mais par contre, quand je vais aller chercher ma méthode, donc ici j'ai un truc un peu marrant. J'ai une classe M qui prend un object. Là, je fais de l'héritage et j'ai une autre classe M qui prend un complexe bang. Ha ha ha. Et j'appelle avec nul. Donc ici, il y a deux méthodes qui sont visibles. D'accord? Cette méthode-là et cette méthode-là. Si j'ai pas de bang, ici, si j'ai pas de bang à cet endroit-là, normalement, quand j'ai deux méthodes qui peuvent matcher, parce que je peux appeler là avec nul et là avec nul, quand j'ai deux méthodes possibles, le compilateur, il prend celle qui est la plus spécifique. D'accord? Complexe, c'est plus spécifique que object. C'est un sous-type de object. Donc, il va prendre complexe plutôt que object. Donc, mon compilateur, quand je lui fais M de nul ici, il va choisir complexe. D'accord? Et c'est pour ça qu'après, il plante. En disant, ah, c'est un bang, boum, je plante à l'exécution. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Bah parce que sinon, dès qu'on rajoute un bang, supposez que j'ai une librairie et que je rajoute un bang sur une des méthodes, alors ça change tous les codes. Ça change en fait le fonctionnement de tous les codes qui utilisent cette librairie-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas faire.
D'accord? Donc ça veut dire que mon compilateur, il va d'abord sélectionner la méthode, et après, quand on va essayer de l'appeler, c'est là que ça va planter. Ce qui est un comportement un petit peu bizarre, mais on veut absolument pas que quand on rajoute des bangs au niveau des librairies, ça change le fonctionnement du code qui utilise les librairies. Parce que ça serait vraiment affreux. Les gens, dans ce cas-là, ils mettraient pas de bang sur les librairies. D'accord? À cause de ce problème-là. Mais ça veut dire qu'on a un mode de fonctionnement qui est un peu bizarre, parce qu'on met un bang sur le type, ici, mais techniquement, ça marche pas comme un type. Donc c'est la réflexion qu'on a en ce moment sur ce genre de choses-là. Notez hein, le gros intérêt. Maintenant, si on essaye de résumer, c'est supposons que j'ai un value record complexe ici. D'accord. Ici, j'ai mis un boolean bang. Mon boolean bang, il va être automatiquement flatten. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un pointeur, je vais utiliser directement la valeur. D'accord? Ici, mon boolean bang, c'est exactement comme si j'écrivais boolean majuscule. En fait, un boolean bang et un boolean minuscule, d'accord? Ça fait exactement la même chose. Donc ça, globalement, je sais qu'il est flatten. L'autre chose marrante, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un final bang? Donc notez, j'ai un final ici, et en plus, j'ai un bang. Bah, en fait, si mon champ il est final, vous êtes d'accord qu'on peut pas écrire dedans? Donc si on peut pas écrire dedans, j'ai pas de problème de je vais avoir une thread qui lit la valeur pendant que j'ai une autre thread qui écrit la valeur et comme j'ai plusieurs lectures ou plusieurs écritures, ça va se mélanger. Qui est la raison pour laquelle dans la spec actuellement, quand on charge des références, on va avoir qu'une seule lecture. En fait, si j'ai un final bang, alors je peux l'aplatir même s'il est plus grand que 64 bits. Pourquoi? Bah parce que quand je vais lire en plusieurs fois, mais je peux pas écrire et lire en même temps, puisque le truc il est final. Donc ça c'est vachement bien. Ça veut dire que si j'ai des champs qui sont final bang, alors quelle que soit la taille de ma value class, automatiquement il sera flatten, il sera plus utilisé comme pointeur. Donc c'est une énorme force des bangs, techniquement surtout des final bang. D'accord? Donc, en conclusion, euh, en résumé, avec les histoires de Bang, d'accord? Donc vraiment, l'idée des value class, c'est de dire j'écris mon truc comme une classe, mais à l'exécution, ça marche plutôt comme un int, d'accord? Si on fait des calculs sur la pile, alors ça marche direct. Par contre, quand on stocke dans des champs, on va avoir besoin d'un marqueur pour dire ce truc-là peut pas être nul, d'accord? Pourquoi c'est intéressant? Bah parce que on passe de 56 bits à 64 bits, mais surtout, si mon champ il est aussi final, alors dans ce cas-là, j'ai pas de limite de taille. Alors techniquement, j'ai une limite de taille, hein, parce qu'on sait que quand mon truc il est trop gros, comme je vais faire plein d'écritures, ça va être plus lent que faire l'écriture d'un seul pointeur. Donc on sait qu'on a une taille. Souvent, c'est entre 256 bits et 512 bits, ça dépend du CPU, mais où, de toute façon, ça vaut pas le coup d'avoir des value type. D'accord? Donc de toute façon, la machine virtuelle, il y a des moments où elle choisira d'utiliser un pointeur parce qu'il y a trop de champs. Mais par contre, si j'ai des final bang, alors je peux avoir le flattening, d'accord? Qui est le truc qui m'intéresse principalement. Et donc, pour conclure, voilà un peu la roadmap pour Valhalla. On a les super qui ont déjà été livrés, c'est mon petit camion pour dire que c'est livré, en Java 25. Le prochain truc qui arrive, c'est la JEP 401 en Java 28. Les bangs, ou alors peut-être ça sera un mot-clé plutôt que des bangs, c'est toujours en réflexion, ça sera la JEP suivante. Ce qu'on veut faire un petit peu après, c'est dire que bah, un int et integer bang, ça serait bien que ça soit la même chose, exactement. Entre autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer les types primitifs comme des objets.
Et peut-être on pourra faire des toString directement sur des valeurs primitives ou des points equals directement sur des primitives pour que ça soit moins d'un truc spécifique et que ça ressemble plus à des value class. D'accord? On a un truc sur l'opérateur overloading qui va arriver pour qu'on puisse faire des plus ou des moins sur nos value class. Et après, bah, changer la machine virtuelle pour que les types paramétrés marchent quand on a des bangs. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Merci Rémi, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit onglet QNR. Et puis Rémi, je pense que vous pourrez rester quelques instants pour y répondre à l'écrit. On- Oui. Alors j'ai un cours dans pas très longtemps, mais j'ai pris un sandwich, ça devrait aller. D'accord. Et vous pouvez aussi répondre à l'oral si vous souhaitez. Alors, je pourrais Allons. répondre effectivement à Adrien Costandi. Ah, c'est un nom que je connais, c'est un ancien étudiant. Est-ce que les instances sont allouées dans la heap ou bien c'est similaire au struct en C? Donc c'est pas alloué dans la heap, c'est pas alloué dans la stack, c'est alloué directement dans les registres. C'est un des trucs qui est intéressant comme on génère le code assembleur et que l'optimisation est faite au moment où on génère le code assembleur, c'est directement dans les registres, c'est même pas dans la pile, donc on ne peut pas péter la pile avec des value class, qui est un truc qui est important. C'est un des problèmes qu'on a avec les value type de C Sharp que on n'a pas en Java. Alors, par rapport aux value class et plus précisément côté JVM, est-ce qu'on a une seule valeur sur la heap ou deux distinctes? Alors, on peut avoir, ça dépend si on est en un mode interprété ou après quand le code il est transformé en code assembleur. Quand c'est transformé en code assembleur, il n'y aura plus de pointeurs. Par contre, dans l'interpréteur, il y a toujours des pointeurs qui se baladent. Alors, quelle version de Java suggérez-vous d'utiliser? Toujours la dernière. En plus, dans les entretiens d'embauche, ça sera cool, les gens ils auront l'impression que vous êtes un cador. Merci Rémi pour cette présentation sur les value class. Question, comment les value class, absence d'allocation, sont-elles traitées par les opérations de compression en cas d'optimisation mémoire? En fait, elles résident pas dans la mémoire, donc il y a en fait, le GC travaille moins et donc on a moins besoin de compresser la mémoire. Je sais pas, par compression de mémoire, tu parles compression de mémoire hardware comme il y a par exemple sur les Mac. Auquel cas, bah en fait, de toute façon, les trucs ne sont pas en mémoire. L'idée des value class, c'est de ne pas les faire apparaître dans la RAM. Ou si on les fait apparaître dans la RAM, on les fait pas apparaître comme des pointeurs, mais directement par les valeurs. C'est pour ça qu'on a besoin des bangs. Alors, les bangs sont-ils vérifiés à la compilation? Pour l'instant, dans le prototype que je vous ai montré, pas du tout. Est-ce que dans le futur, ils le seront? Oui, mais on n'est pas d'accord sur la façon dont ça doit être fait dans le groupe d'experts. Principalement, voilà, il y a deux sémantiques possibles. On ne sait pas laquelle des deux est la meilleure. Va falloir qu'on fasse des tests. Merci pour cette présentation très détaillée. Est-ce que les conférences, voire cours, que vous proposez sont centralisés quelque part? Sur ma page web, il y a tous les cours que je donne, donc il y a les slides, mais il n'y a pas de vidéo. Alors par contre, je fais des cours à la fac, donc tu peux venir en tant qu'auditeur libre pourvu que tu m'envoies un mail. Et dans ce cas-là, je te dirai à quel moment ça a lieu. Mais moi, j'essaye de mettre tous mes cours au premier semestre, donc c'est plutôt à partir de septembre. Et merci, bah merci à tous.